l'absence provisoire, parce qu'il est en route du Benjamin, on va demander à Jean-Marc Aydin, qui doit être le numéro 2. En tous les cas, il est présent. Comment? C'est Mamadou. Non, ça n'est pas un prénom, Benjamin, c'est juste le Benjamin de la séance. Voilà, Jean-Marc Aydin peut faire l'appel. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Philippe Dallier. Présent. Adinchko Fibon. Présent. Gauthier Christine. Présent. Sujal Marc. Présent. Gartner Annick. Présent. Sarda Patrick. Présent. Reynaud Françoise. Présent. Carbonel Serge. Présent. Simonet Geneviève. Présent. Assalac Sabrina. Présent. Simonin Jackie. Présent. Trotté Chantal. Présent. Aïd Jean-Marc présent. Note Johan, excusez, pouvoir Jean-Marc Aïd. Diallo Mamadou Anke. Lepage Anne-Marie. Présent. Oué Thérèse. Bergeon Martine. Présent. Flonski Brigitte, absence excusée, pouvoir Anne-Marie Lepage. Camp Patricia, absence excusée, pouvoir Françoise Reynaud. Kopi Katia. Présent. Martin Nicolas. Présent. Chabot Patricia. Présent. Konabadi Xavier. Présent. Prugno Menani, absente excusée, Catherine, pouvoir Catherine Noudvet. Noudvet Catherine. Présent. Messia Lisa. Présent. Jinja Cédric, absent excusé, pouvoir Anissa Mézi. Denis Bernard, absent excusé, pouvoir Jean-François Schleck. Jean-François Schleck. Présent. Calivier Sandrine. Présent. Le Bargénie. Présent. Ganès Kamel. Astrid Guillois, absent excusé, pouvoir Mamadou Mansika Diallo. Et Deslandes Lionel. Présent. Merci. Le quorum est atteint, nous pouvons valablement délibérer. Avant de passer à l'ordre du jour et dans la suite de notre débat de la semaine dernière, débat d'orientation budgétaire, je tiens à vous informer que nous avons reçu ce jour, de la part des services de l'État, des services fiscaux, les bases d'imposition à la taxe foncière pour l'année 2023. Eh bien, j'ai le regret de vous informer que ces bases d'imposition sont encore en dessous de ce que nous avions estimé dans le document qui vous a été transmis, et que la différence entre ce qui figurait dans le ROB et ce que nous avons reçu est encore de 250 000 €. Donc en fait, il nous manque 450 000 € pour équilibrer le budget primitif sur la base des autres éléments qui vous avaient été transmis. Voilà pour les bonnes nouvelles du jour. Nous en venons maintenant à l'ordre du jour de cette séance et nous commençons par le point numéro 1, la garantie d'emprunt accordée à la société anonyme HLM Logirep pour l'acquisition de 12 logements locatifs sociaux au 14 avenue Jean Jaurès, et c'est Serge Carbonel qui nous en parle. Merci Monsieur le maire. La société HLM Logirep réalise une opération d'acquisition et d'amélioration de 12 logements, comme vous avez dit, au 14 avenue Jean Jaurès. Et pour réaliser cette opération, eh bien, il nous demande une garantie d'emprunt. Il y a 8 lignes de crédit. Le montant de l'emprunt global est de 1 091 573. Et les taux varient entre 2,11 et 3,40. Juste pour mémoire, le stock d'emprunt garanti par la commune se monte à 71 millions. Preuve de notre démarche envers l'habitat HLM. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Nous avons ensuite la délibération suivante, une demande de... un avenant à la convention d'objectifs avec l'APJC. Et c'est là que je vous en parlais. Bon, je pense que vous avez pu prendre connaissance de cet avenant qui porte sur peu de choses en fait. Donc il est lié aux modifications des règles de fonctionnement de la CAF et du financement entre la commune et l'APJC. Donc c'est simplement un transfert minime de subvention qui va directement à la PJC plutôt que de transiter par la ville. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, ça ne change rien d'autre. Voilà, ce sont les nouvelles
modalité de fonctionnement de ce qu'on appelle maintenant le bonus territoire. Avant, on était sur le contrat enfance. Bon, mais dans le fond, ça ne change rien, en tous les cas, budgétairement, strictement rien pour la ville et strictement rien pour la PJC. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je précise que Christine Gauthier et Anissa Mehdi ne prennent pas part au vote puisqu'elles siègent au conseil d'administration de l'association. Qui vote pour? Pardon, je vous en prie. Moi aussi, je... Ah ben, alors de même, Non, je demande toujours à l'administration d'être vigilante afin qu'aucun élu... Ah bon, alors d'accord, c'est peut-être l'information qui nous manquait. Vous venez de rejoindre le conseil d'administration de... Ça a été validé à la revue. Bon, eh bien écoutez, on vous rajoutera dans la liste de ceux qui ne doivent pas prendre part au vote dans ce genre de délibération. Alors ceci étant dit, tout le monde vote pour, j'imagine, sauf ceux qui ne prennent pas part au vote, bien évidemment. Je vous remercie. La délibération numéro 3, la scission de l'école primaire Jean Massé en 2 écoles distinctes. Bon, c'est Christine Gauthier qui va nous en parler. J'imagine que chacun comprend bien ici pourquoi nous sommes amenés à le faire. Vous avez la parole. Monsieur le maire. Alors, depuis plusieurs années, il est constaté une augmentation régulière du nombre d'enfants à scolariser sur le secteur de la Nationale 3 en raison de l'accroissement des naissances et de la réalisation de plusieurs programmes immobiliers. Il est à préciser que l'école primaire Jean Massé compte actuellement un nombre élevé de classes, à savoir 17. Afin d'accueillir au mieux les élèves et d'absorber la hausse des effectifs, notamment en élémentaire, au vu des prévisions 2023, il est indispensable de scinder l'école primaire Jean Massé en 2 écoles distinctes. La maternelle Jean Massé, 653 avenue Aristide Briand, et l'élémentaire Jean Massé, situé au 1822 allée du Colonel Fabien. La ville a écrit le 28 décembre 2022 au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale afin de l'informer de cette transformation. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la scission de l'école primaire Jean Massé en 2 écoles distinctes, à savoir la maternelle Jean Massé et l'élémentaire Jean Massé dès la rentrée de septembre 2023. D'autoriser la transformation de l'école primaire Jean Massé, 653 avenue Aristide Briand en maternelle. D'autoriser la création de l'école élémentaire Jean Massé, 6-18-22 allée du Colonel Fabien. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Madame Lebar. Je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant qu'on renomme une des 2 écoles? C'est exactement ce que j'allais vous annoncer. Après, l'étape suivante, ça sera effectivement, je vais dire, de poser la question, puisque vous savez que dans ce domaine-là, il faut obtenir, je ne vais pas dire un consensus, mais en tous les cas un accord de principe, et si possible un accord avec la direction des écoles. Donc c'est vrai qu'une école maternelle et une école élémentaire portant le même nom, ça peut... Ah, on dit que la directrice de l'école ne voulait pas. Écoutez, très bien, j'en prends bonne note, mais bon, voilà. Généralement, quand on a une maternelle et une école élémentaire à côté, elles ont chacune un nom. Je pense que la question est posée et que nous y répondrons. Il n'y a pas de décision d'arrêter, mais le débat est ouvert, si je puis dire. D'autres questions? Pas de questions. En tous les cas, au bout du compte, on aura bien 2 écoles distinctes avec 2 directions distinctes, des moyens distincts, et je pense que c'était l'objectif premier. Je vais mettre au voie la délibération. Qui vote pour? Merci. À l'unanimité. La délibération suivante, il s'agit des classes transplantées pour l'année scolaire en cours. Christine Gauthier. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'organisation des classes de découverte avec internat, une indemnité peut être allouée sur le budget de la commune aux enseignants accompagnateurs au titre des travaux supplémentaires effectués, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 6 mai 1985, fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classe de découverte. L'arrêté du 6 mai 1985, dans son article 2, prévoit les modalités suivantes de calcul du taux journalier
de cette indemnité. Une somme représentant les avantages en nature égale à la valeur journalière de la nourriture estimée dans les conditions prévues par l'arrêté du 28 décembre 1962, une somme forfaitaire pour suggestion spéciale de 4,75 €, une somme variable pour travaux supplémentaires ne pouvant, ne pouvant excéder 230% du SMIC horaire. Les avantages en nature sont déduits du montant global de l'indemnité. Ils apparaissent dans le calcul de l'indemnité car ces sommes correspondent à un bénéfice imposable et sont prises en compte dans le calcul des charges sociales. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1962 précise « La nourriture est évaluée forfaitairement par journée à 2 fois le salaire horaire minimum garanti dans la localité ». À titre indicatif, les montants du SMIC et du minimum garanti avec date et fait au 1er janvier 2023 sont les suivants. Montant horaire 11,27 €, montant mensuel 1709,28 €, montant minimum garanti 4,01 €. En application de cet arrêté, le montant de l'indemnité se décompose comme suit. Est-ce que je dois lire le tableau ou pas? Non. Voilà. Ce montant sera réévalué en fonction de la réglementation applicable, notamment l'augmentation du SMIC, la durée du séjour s'entend du jour de l'arrivée sur le lieu de séjour de la classe transplantée jusqu'à la veille du départ de ce lieu. Article 3 de l'arrêté du 6 mai 85. Le versement de l'indemnité ne peut dépasser 21 jours par année scolaire. Article 1 de l'arrêté du 6 mai 85. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de cette indemnité aux enseignants accompagnant les classes transplantées. Merci. Des questions sur cette délibération? Bon, tout est encadré par la loi. Pour tout vous dire, il y a une modification par rapport à ce que nous faisions dans le passé. Je le dis, mais parce que nous étions hors les clous dans le passé, en fait, nous comptions l'indemnité du premier jour au dernier jour. Or, les textes comptent l'indemnité du premier jour au jour du départ, avant le jour du départ. Voilà, la trésorerie de Bondy nous a fait remarquer cela, et donc nous nous sommes remis en conformité complète avec les textes. Pas de questions? Pas de questions? Qui vote pour? Merci. Adopté. La délibération suivante, une convention relative à les interventions de sensibilisation par l'association Troublez-vous à destination des équipes d'animation de nos centres de loisirs. Animation à titre gratuit. Christine Gauthier, toujours. Je vais être à faune. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre des différents temps périscolaires ou extrascolaires, les équipes d'animation peuvent être confrontées à des difficultés dans la prise en charge d'enfants porteurs de handicap. L'association Trouble et nous interviendra à titre gratuit par le biais de temps de sensibilisation afin d'amener les responsables périscolaires et animateurs de la ville à mieux appréhender les troubles de l'apprentissage et du comportement dont certains enfants peuvent être atteints. Afin de permettre à l'association Trouble et nous de pouvoir intervenir auprès des agents de la commune des Pavillons sous bois à titre gracieux, il est nécessaire de signer une convention. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention relative à des interventions de sensibilisation aux troubles de l'apprentissage et du comportement sur le temps de la pause méridienne et à destination des équipes d'animation de la ville à titre gracieux sur l'année 2023 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention et tous les actes y afférents. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Et je précise que Cédric Ginja et Alice Abeti ne prendront pas part au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté. La délibération suivante, numéro 6, une convention relative à la gestion d'un centre d'hébergement d'urgence pour la période hivernale 2022-2023. Alors, vous savez sans doute que les services de l'État, dans le cadre du plan Grand Froid, ont réquisitionné le gymnase Jean Massé, qui jouxte l'école Julie Victoire d'Aubier sur la route nationale 3.
Et donc, il nous a demandé, a posteriori, puisque l'occupation des lieux a eu lieu entre le 20 janvier de mémoire et le tout début février, on nous demande de signer cette convention. Les règles du jeu dans ce genre de cas sont assez simples. La ville s'engage à mettre à disposition des locaux qui soient des locaux propres. Et ensuite, les services de l'État désignent une association qui accompagne les personnes qui sont ainsi hébergées. Et l'État s'engage à la fin à nous rendre les locaux dans l'état où il l'avait trouvé. Nous avions eu dans le passé, je rappelle ce point, un gros problème sur le gymnase Léo Lagrange au stade, puisque le sol avait été endommagé à l'époque et les services de l'État avaient pris à leur charge la réfection du sol. Je vous rappelle que, de mémoire, c'était 80 000 € à l'époque. Donc, mais il n'y a pas eu ce genre de difficulté lors de cette période relativement courte pendant laquelle il a fait froid. Ce sont essentiellement une vingtaine de personnes qui ont été hébergées, des femmes avec des enfants notamment, relativement peu d'hommes. Ils étaient accompagnés par une association. Je le dis aussi parce que je sais que Katia Copy en avait été assez choquée, qu'il y avait eu des réactions assez vives entre certains adultes, dirons-nous, qui étaient amenés, dont les enfants fréquentaient l'école Julie Victoire d'Aubier à côté. Nous avons essayé de comprendre pourquoi. Bon, il s'est avéré que tous les bruits qui ont pu courir étaient des bruits complètement infondés. Un certain nombre, d'ailleurs, des choses qui ont été dites étaient à la limite, je ne sais pas quel terme utiliser, mais enfin, en tous les cas, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu assez vertement par écrit aux parents qui avaient manifesté, ou en tous les cas, par écrit auprès de ces services. Voilà, je ferme cette parenthèse un peu désagréable. C'est vrai que quand des gens vont jusqu'à suggérer que des femmes et des enfants en plein froid soient hébergés la nuit, mais remis le jour dehors, pour éviter les problèmes, ça pose un tout petit problème de conscience peut-être d'ailleurs. Voilà, je ferme cette parenthèse. Bon, vous savez que l'État, c'est pas seulement le cas en Seine-Saint-Denis, c'est le cas partout. Dans le cadre de ces plans grand froid, est amené à réquisitionner des locaux. Il le fait, et il fait bien de le faire dans ces périodes-là. Bon, on est bien conscient qu'il peut s'en suivre certains désagréments quand des locaux qui sont utilisés par des associations sont tout d'un coup réquisitionnés. Mais, j'allais dire, c'est le prix qu'il faut payer pour éviter à des gens de mourir de froid dehors en pleine nuit. Voilà, je ferme cette parenthèse. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Schleck? Oui, bien sûr qu'il faut mettre en place des accueils d'urgence. C'est tout à l'honneur de la commune de participer à cet accueil. J'ai une question, mais vraiment de forme, parce qu'en regardant la convention, c'est une convention qui est proposée par l'État, sans doute. Et, alors, j'ai pas bien compris, parce qu'il est indiqué que l'accueil avait eu lieu le matin en semaine et le week-end. Donc, si j'ai bien compris, c'était le matin, l'après-midi et le soir. C'était toute la journée, pendant toute la période. Oui, parce que sur la convention apparaît, bon, voilà, un petit point de détail. C'est une convention standard que l'État nous demande de signer. Oui. D'ailleurs, on l'a signé a posteriori, pour tout vous dire, je ne sais pas très bien quel intérêt ça peut représenter, mais oui, bon. Les règles administratives sont ainsi faites que nous allons la signer, même s'il n'y a, j'allais dire, aucune conséquence derrière, quoi. Et une petite remarque de forme, effectivement, c'est surprenant, c'est qu'on voit apparaître une mention disant que l'État doit fournir une attestation d'assurance, ce qui me paraît assez improbable, puisque l'État est son propre assureur. Vous avez tout à fait raison. C'est bien dommage. Monsieur Martin. Oui, merci. C'était juste, effectivement, c'est a posteriori. Pourquoi c'est pas fait avant? À ce moment-là, on pourrait aussi prendre celle de 2023-2024. Ben, tout simplement parce que l'État le fait dans l'urgence, toujours, et qu'il est assez difficile de réunir un conseil municipal au pied levé, uniquement parce que l'État... Vous savez comment ça se passe, hein, le matin pour le soir ou pour le lendemain, l'État nous appelle, enfin les services de l'État nous appellent, en nous disant, voilà, on a besoin du gymnase Jean Massé, et on prend le gymnase Jean Massé. Donc, il est bien évident que, face à l'urgence, il est difficile de se mettre en règle. Je n'ai pas mémoire,
de la manière dont ça s'était passé lorsque nous avions eu le problème au gymnase de Lagrange, mais en tout état de cause, la règle du jeu elle est claire. L'État s'engage toujours, si jamais il y a des problèmes et des dégâts, notamment matériels, à les régler a posteriori. Nous avons vécu cela une fois et l'État a absolument tenu parole, alors même que la dépense était relativement importante, puisque le sol souple en question, il s'agissait de migrants à l'époque l'été. Et c'est vrai que l'association qui gérait le lieu avait eu la malencontreuse idée. Ils avaient installé des lits picots, mais sans prendre de protection sur un sol souple. Et le sol souple avait été complètement marqué définitivement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas retrouver sa forme. Donc il n'y avait pas d'autre solution que de remplacer complètement le sol. Et l'État l'a pris à sa charge, ce qui était une dépense relativement conséquente. Oui, c'est pas sur le fait de l'hébergement, c'est juste sur le fait d'anticiper la convention, c'est tout. Parce que l'État, effectivement, le froid, on ne peut pas forcément le deviner à telle période, mais à ce moment-là, c'est de passer une convention avant. Comment, les locaux ne sont pas réquisitionnés chez nous tous les hivers ou tous les ans. Je pense que les services de l'État font tourner un peu les communes. C'est-à-dire qu'il y a 40 communes dans le département. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont sollicités, donc les services de l'État font appel, je ne sais pas selon quelle règle, d'ailleurs j'en sais rien, mais en tous les cas, quand le problème se pose, voilà, alors, je pense que ça n'est qu'un problème de forme administrative, honnêtement, il n'y a pas vraiment de sujet. D'autres questions? Je n'en vois pas. Qui vote pour? Je vous remercie. Adopter la délibération numéro 7, le tableau des emplois pour le budget principal de la ville. J'imagine que vous en avez tous pris connaissance. Il est relativement important. Il n'y a pas de grands changements dans ce tableau d'emploi. Il ne s'agit pas ici de créer des postes ou d'en supprimer, mais de se mettre à jour par rapport à des modifications dans l'organisation des services de la ville. Le rattachement, par exemple, des 2 gardiens non logés qui exercent au gymnase Lille-Ventura, qui seront rattachés dorénavant au service jeunesse et sport. Vous avez le rattachement d'un agent des espaces verts exerçant au cimetière, au conservateur des cimetières, ce qui nous semblait assez logique plutôt qu'à la responsable des espaces verts, et le transfert des missions juridiques exercées par la Direction générale des services au service juridique de la ville. Voilà. Pas d'autres points soulevés sur cette délibération. Madame Lebar. Merci, monsieur le maire. Si j'ai bien compris, on transfère des missions qui étaient au secrétariat général à la direction des affaires juridiques, et en même temps, il y a quand même un poste de secrétaire au service juridique qui est supprimé. Non, on est sur de la réorganisation à poste constant. Voilà. Il n'y a ni suppression, ni création, c'est ce que je vous disais. Donc c'est une organisation différente. Dans un service juridique, il n'y a pas forcément que des juristes, il peut aussi y avoir des gens qui assument un certain nombre de tâches administratives. Précédemment, l'organisation, c'est une décision qui avait été prise dans le passé, faisait que des tâches qui pouvaient être assumées par le service juridique étaient localisées à la Direction générale des services. Bon, on change l'organisation, c'est tout. Il n'y a strictement aucun impact en matière de personnel. Oui, alors je n'ai pas été assez claire. Ou alors je n'ai pas compris. Il y a quand même des missions supplémentaires qui sont données à la Direction des affaires juridiques et un poste qui n'est pas supprimé en tant que poste, mais qui par ailleurs, qui n'est plus à la Direction des affaires juridiques. Oui, c'est de la réorganisation entre la Direction générale des services et le service juridique. Oui. Mais il n'y a pas... Il y a un transfert, un supplément de mission pour une direction à qui on retire un poste. Non. Bah si. Non, pas tel que c'est écrit. Oui. Le poste en question, il est vacant depuis 4 ans. Donc on s'est organisé différemment avant, entre la Direction générale des services et le service juridique. Aujourd'hui, on acte cette nouvelle organisation, et ça n'est pas, j'allais dire, en ce moment qu'il y a une décision de faire disparaître un poste. Parce que je suis assez clair. Voilà. Pas été assez clair. Des questions, d'autres questions? Pas de questions. Qui vote pour? Qui s'abstient? Adopté. Vous avez ensuite le point numéro 8, la présentation du rapport annuel du CIFUREP, et c'est Chantal Trottet qui nous en parle comme chaque année. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais essayer de ne pas vous plomber la soirée, mais ça va être difficile. Le CIFUREP
SUREP, syndicat mixte intercommunal funéraire en région parisienne, a pour mission d'organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire sur le territoire d'Île-de-France pour le compte de collectivités qui y sont adhérentes. Ces missions sont exercées avec éthique et transparence dans le respect de la déontologie du service public. Au 1er janvier 2022, la population française était de 67,8 millions d'habitants, d'après le bilan démographique 2021 publié par l'INSEE le 18 janvier 2022. Avec 81 000 personnes supplémentaires, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, est positif et est plus élevé qu'en 2020. L'INSEE estime le nombre de décès en France pour 2021 à 643 200, dont 89 254 décès pour l'Île-de-France, soit 1,5% en moins par rapport à 2020. Les convois funéraires organisés par le délégataire OGF, opérateur funéraire de référence en France, ont été de 4 923 obsèques, soit moins 15,4% par rapport à 2020, dont 1449 au tarif forfaitaire négocié par le CIFUREP, 229 obsèques de personnes sans ressources, 213 obsèques d'enfants de moins d'1 an. Les crématoriums ont réalisé plus de 8 902 crémations. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur le CIFUREP? Pas de questions, donc vous nous donnez acte de la lecture de ce rapport. Enfin, vous avez le dossier complet si vous souhaitez le consulter. Tout le monde me donne acte. Qui vote pour? Merci. Adopté. Les deux délibérations suivantes concernent une opération importante, puisqu'il s'agit de la destination des terrains dits de l'ancienne cité de la Poudrette. Nous arrivons au bout d'une phase compliquée, et même très compliquée, on en avait déjà parlé ici, et nous étions sur la voie d'un contentieux, et cette affaire est en passe de se régler. Patrick Sarda va nous en parler. Merci, monsieur le maire. Donc, comme on l'a vu en commission des travaux et de voirie, il s'agissait de transférer 100 000 € à l'EPT pour pouvoir payer l'indemnité que le bureau d'études GSE avait demandé, puisqu'on avait demandé à Sequano de le supprimer de l'opération et de le remplacer par les entreprises Vica et Chausson, qui toutes deux maintenant ont acquis le terrain. Donc l'indemnité totale était de 500 000 €, le Sequano participe pour 300 000 €, la ville pour 100 et pour Chausson 100 000 € également. Et donc on en a parlé longuement à la commission. Voilà. Et la deuxième question, c'est la même chose, mais entre l'EPT et Sequano, et on a, pour information, le protocole. Voilà. Je vais peut-être redire la même chose, mais en utilisant peut-être des mots un peu différents de ceux de Patrick Sarda, pour être très clair, et peut-être notamment pour ceux qui nous écoutent. Les anciens terrains de la cité de la Poudrette appartenaient à l'office départemental HLM, qui les a cédés à la Sequano, la SEM d'aménagement. C'est la SEM qui avait pris la suite de Deltaville, qui avait, enfin, du pacte Tarim et de Deltaville, qui avait porté notre projet en rue. Bon, ce projet en rue s'est développé, il est arrivé à son terme, il s'est trouvé que la Sequano était dans des difficultés, j'allais dire, financières et budgétaires. Le département de la Seine-Saint-Denis a donc effectivement décidé de vendre ces terrains à la Sequano pour que la Sequano puisse les aménager et notamment y installer des entreprises. Donc bien sûr, la Sequano a fait cela en partenariat avec la ville des Pavillons-sous-Bois, même si nous n'étions pas le propriétaire des terrains ni le décideur au bout du compte. Il est bien évident que la Sequano, intervenant sur le territoire de la commune, l'a fait en parfaite interaction avec nous. Et donc, un appel à projet avait été lancé sur ces terrains. Plusieurs sociétés avaient été retenues, avaient proposé un aménagement pour y installer les entreprises. La société qui avait emporté le projet, dans un premier temps, très bien, elle avait remporté le projet. Il est advenu ensuite, et on en avait déjà parlé ici, un changement, notamment dans
l'entreprise Réseau Pro, qui est située sur la Fourche. Cette entreprise avait été revendue, et alors que pendant des années, nous avions proposé au groupe qui était propriétaire de Réseau Pro, notamment un groupe anglais, en tout dernier, nous leur avions proposé depuis très longtemps de changer d'emplacement et de venir dans la zone d'activité. Il n'avait jamais été possible, d'ailleurs on n'avait même jamais réussi à les rencontrer, ces gens venus d'Angleterre, il n'avait jamais été possible de discuter avec eux. Et puis, ce groupe a été revendu au groupe Chausson en France, et les responsables du groupe Chausson, eux, ont très bien compris l'intérêt qu'il y aurait pour ce groupe à ne pas rester sur ce terrain dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est très enclavé entre l'entrée de la Fourche et le Cannet. Et donc, à partir de là, et informé de cela, et en accord avec la Sequano, il a été décidé d'arrêter le premier appel à projet qui avait été lancé, et donc, effectivement, de dire à celui qui l'avait emporté que la procédure s'arrêtait là. C'était notre droit le plus strict. Avis d'avocat à l'appui. Bon, et nous avons commencé, ou la Sequano a commencé à discuter avec le groupe Chausson et avec le groupe Vicat, puisque nous voulions également voir déménager la centrale à béton qui se trouve sur l'arrière de la salle Innoventura, pour des raisons de nuisance dans l'environnement. Et donc, nous avons, et la Sequano a discuté avec Chausson et Vicat. Tout ça était parti. Le groupe GSE, qui avait emporté l'appel à projet, a considéré que nous lui faisions une mauvaise manière, et il a donc intenté une procédure en nous réclamant, enfin pas à nous, à la Sequano, 4 millions d'euros d'indemnité. Bon, il est bien évident que les avocats qui ont travaillé pour la Sequano ont été clairs et nets. On aurait pu aller au bout de la procédure, et je pense que ces 4 millions se seraient résumés à zéro. Le problème était que, bien évidemment, en engageant cette procédure, le groupe en question bloquait les projets en cours, puisque le groupe Chausson n'allait pas se porter acquéreur d'un terrain sur lequel il allait demander un permis de construire, sans savoir si, au bout du compte, la décision de justice qui serait rendue serait favorable. On pouvait le penser, mais à partir du moment où il y a un risque juridique, aucune entreprise ne va jusqu'au bout d'une décision comme celle. Et c'était la même chose avec la société Vicat. Et donc, des négociations se sont engagées entre la Sequano et le groupe GSE, par l'intermédiaire de leurs avocats. Et au bout du compte, la Sequano a considéré qu'il valait peut-être mieux transiger que d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans avant qu'en première instance et en appel l'affaire ne se conclue. Et la Sequano a accepté de prendre à sa charge 300 000 des 500 000 euros qui constituait l'indemnité conventionnelle accordée au groupe GSE. Les autres 100 000 euros seront pris en charge par le groupe Chausson, qui lui veut absolument effectuer son transfert. Et comme il fallait effectivement que quelqu'un amène les 100 000 euros restants, la ville décide de le faire, parce qu'il est bien évident que nous allons pouvoir repenser l'organisation du secteur de la Fourche. C'est une opportunité que nous ne pouvons et que nous ne devons pas manquer. Alors bien évidemment, on aurait préféré se passer de cette nécessité de mettre 100 000 euros sur la table, mais si nous ne le faisions pas, il y avait le risque qu'effectivement rien de tout cela ne se fasse, et je pense que nous aurions raté une belle occasion. Tout cela ne m'empêche pas de dire qu'il y a des pratiques en matière d'immobilier qui frisent parfois l'indécence. Vous avez beaucoup d'exemples. Vous avez, lorsque quelqu'un dépose un permis de construire, notamment pour construire un immeuble, vous avez des spécialistes qui attaquent les permis de construire et qui, pour retirer le permis de construire, demandent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Il y a beaucoup d'articles dans la presse sur le sujet. Certains parlent même de raquettes organisées. Je n'utiliserai pas ce terme, mais comme ce terme a été utilisé par l'avocat du groupe GSE, je me permets de dire que certains utilisent ce terme-là. Voilà, je ferme cette parenthèse. Pour moi, il est acquis, comme pour la Sequano, que le contentieux étant au bout, tout cela se serait soldé par le fait que ce groupe soit débouté.
il a semblé préférable de trancher le sujet bien plus vite. Et voilà pourquoi nous avons accepté de prendre 100 000 € dans la négociation qui s'est conclue. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Schleck? Oui, merci. Ce ne sera pas une question, ce sera plutôt une observation et une explication de vote, puisque nous avons eu un débat assez long en commission la semaine dernière, avec toutes les explications données, et vous avez rappelé, Monsieur le maire, les enjeux, notamment en termes d'aménagement urbain. Nous avions espéré un temps que cet espace qui était libéré par la destruction de la Cité de la Poulerette pourrait devenir un espace vert, ce qui était difficile à concrétiser parce que le coût engendré par l'achat du terrain pour l'équilibre de l'opération de rénovation urbaine était important, et il fallait compter également en plus. Non, mais on va pas refaire le débat parce que sur la nature du... Poursuivez, Monsieur Schleck. Oui, je n'ai pas entendu la remarque. Je vous dirai après. Poursuivez. Oui, je disais donc qu'il y avait un besoin financier, important pour l'achat du terrain et l'équilibre de l'opération urbaine, et puis ensuite une somme à trouver pour l'aménagement de ce parc que nous souhaitions. Sachant que, simplement pour rappeler en élément de contexte, que sur notre territoire, le nombre de mètres carrés disponibles en termes d'espace public est de mémoire de 2 mètres carrés par habitant, alors que la préconisation de l'OMS est de 10 mètres carrés par habitant, et il me semble que la moyenne de l'EPT est de 14 mètres carrés par habitant, de mémoire. Ceci étant dit, vous avez rappelé aussi les enjeux en termes d'aménagement urbain, et il faut rappeler qu'il y a un secteur qui est impacté par une entreprise qui, du côté du gymnase Innoventura, depuis des années, fait l'objet de remarques récurrentes des riverains qui sont gênés par des poussières, etc. Donc cette entreprise va être déplacée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les riverains. Et puis, il y a aussi cet aménagement, vous avez parlé de l'entreprise Chausson, qui pourrait être amenée à quitter le périmètre de la Fourche, et ça offre des perspectives nouvelles en termes d'aménagement de la ville et de ce secteur de la Fourche qui est en cours d'aménagement. C'est pour cette raison que notre réflexion a évolué et que nous voterons favorablement cette délibération. Je vous remercie. Bien écoutez, je m'en réjouis parce que, vous savez, quand on a un dossier aussi compliqué, effectivement, on peut l'aborder de bien des manières. Mais entre l'idée, je vais revenir dessus, puisque quelqu'un faisait remarquer que ces terrains étaient pollués, ce qui est une certitude, ben oui, on peut dire ce qu'on veut, mais ces terrains sont pollués. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a dû démolir les logements, bien pour ça qu'on a construit une autre école que l'école Louise Michel, etc., etc. On ne va pas refaire l'histoire, mais tout cela, c'est l'aboutissement d'un dossier qui a été ouvert en 2001. Voilà, il y a 22 ans. Il y a 22 ans qu'on a été confronté à cette affaire de pollution. Alors c'est un mal pour un bien, puisque si l'aménagement de tout ce quartier a été possible, c'est parce que pendant des années, la ville de Paris est venue déposer ses ordures ménagères à cet endroit-là. Bon, c'est comme ça. Je dois dire que 22 ans après, on a plutôt à se féliciter de ce qu'est devenu le secteur par rapport à ce qu'il était précédemment. Transformer ces presque 20 000 m² en espace vert comme vous le souhaitiez, outre que le coût aurait été, à mon avis, assez exorbitant. D'abord parce qu'il fallait faire l'acquisition des terrains, la ville n'a jamais été propriétaire de ces terrains, l'office départemental l'a séquenné ensuite, on peut espérer, enfin je sais pas, voilà, 4,3 millions aujourd'hui. Quant au coût d'aménagement d'un espace vert de cette ampleur sur des terrains pollués, pour les rendre accessibles au public, parce que je rappelle quand même, et vous semblez l'avoir oublié, qu'il ne peut pas y avoir sur tout ce secteur d'usage sensible. Il ne peut pas y avoir. Donc ça veut dire aucun logement, aucun équipement public. Aucun. Donc vous pouvez répéter, c'est dommage qu'on n'ait pas fait un espace vert, mais je ne sais pas comment vous auriez réglé ce problème. Ça serait intéressant que vous nous le disiez un jour, mais c'est bien de faire des propositions, mais quand derrière la réglementation l'interdit, ou alors au prix, j'allais dire, d'une dépollution dont le coût, alors là, aurait été... 1000 voilà. 1000 € le mètre cube, enfin, avec 7 mètres de hauteur de déchets. Donc je ne sais pas, quand vous disiez d'en faire un espace vert, je ne sais même pas si vous êtes posé la question de savoir à quel prix cela aurait été possible. Certainement des prix complètement astronomiques et
Et donc le seul usage, et c'est ce qui a été fait sur toute la zone, c'est effectivement de garder effectivement, entre guillemets, cette pollution sur place, parce que la faire sortir de là, ce sont des coûts absolument gigantesques. Voilà, donc votre affaire d'espace vert, c'était impossible. À partir du moment où on est d'accord là-dessus, mais je ne sais pas si un jour on sera d'accord là-dessus, la question était qu'est-ce qu'on en fait? Alors voilà, il s'est trouvé, et c'est un très heureux hasard, que Chausson ait racheté le groupe Réseau Pro au moment même où les décisions se prenaient. Donc nous avons sauté sur l'opportunité. Sauté sur l'opportunité. Enfin, sur le nombre de mètres carrés d'espace vert dans la ville, moi je veux bien qu'on revienne en 1905 et qu'on reprenne l'histoire des pavillons sous bois. L'histoire des pavillons sous bois, elle est ce qu'elle est. La seule chose que moi je constate, c'est que depuis 1995, on a aménagé les berges du canal, sur la berge sud, elle ne l'était pas. On a créé le square du conservatoire, qui n'existait pas. Voilà, des mètres carrés d'espace vert, on en a créé autant qu'on en a pu. Le problème, c'est que cette ville, elle est faite comme elle est. Hein, c'est vrai que vous donnez des moyennes au niveau de l'EPT, mais c'est vrai que lorsque vous mettez la forêt de Bondy au milieu de tout ça, mais enfin, est-ce que le maire de Montfermeil ou le maire de Clichy sont responsables du fait que la forêt de Bondy soit là? On ne peut pas dire ça comme ça. Est-ce que le maire de Livry est responsable du fait que le parc de la Poudrette soit là? Non, c'est l'histoire qui a fait ça. C'est l'histoire. Donc à partir de là, oui, vous avez raison sur le constat. Maintenant, à qui la faute? La faute à l'histoire des pavillons sous bois. Mais à nous, vous ne pouvez pas nous reprocher de ne pas avoir saisi toutes les opportunités qui se sont présentées. Et je vous rappelle que la négociation avec la ville de Paris pour obtenir leur accord sur l'aménagement des berges sur la partie sud, ça n'a pas été une mince affaire. Et que sur la partie nord, pour que la ville de Paris accepte effectivement quelque part en dédommagement des problèmes qu'elle avait créés, puisque d'avoir empilé des tonnes et des tonnes d'ordures ménagères parisiennes sur le site de la Poudrette, bon, ça ne nous laisse pas un très bon souvenir aux pavillonnais. Eh bien, il a fallu négocier avec la ville de Paris pour qu'elle accepte, j'allais dire, et pas gratuitement, parce que les terrains, la ville de Paris les a vendus. Alors certes, à un prix qui rendait l'opération possible dans son ensemble. Voilà, c'est cela qui fait l'histoire de ce secteur de notre ville pendant depuis les 28 dernières années. Maintenant, j'ai écrit au maire de Paris pour lui demander l'autorisation de pouvoir poursuivre l'aménagement des berges jusqu'en limite de Bondy, puisque une fois que le groupe Chausson sera parti, on va pouvoir, je l'espère, disposer de toute cette partie-là qui n'avait pas pu être aménagée. Donc nous allons poursuivre. Et puis, si un jour nous arrivons à faire l'acquisition du terrain aujourd'hui occupé par Chausson, eh bien nous porterons d'autres projets pour cette ville. Voilà, donc au bout du compte, et quand je me retourne sur ces 28 dernières années, quand je regarde ce que nous avons fait, honnêtement, je pense que nous avons pris les bonnes décisions les unes après les autres. Bon, là, la dernière nous coûte 100 000 €, c'est dommage, mais c'est le prix à payer pour effectivement régler deux problèmes importants. Celui de l'avenir de la fourche, de ce secteur, et puis celui de l'entreprise Vicat, qui effectivement nous pose bien des difficultés. Patrick Sardin. Oui, je compléterai simplement par un mot. N'ayant pas beaucoup de parcs, en effet, nous avons dans le PLU protégé tous les fonds de parcelles des particuliers pour protéger les arbres et la verdure. Donc, et dans le PLUI, ça sera également prolongé. Donc on lutte pour éviter l'imperméabilisation des fonds de parcelles. Dans la bande des 20 mètres, on a uniquement le droit de construire la bande des 20 mètres. Voilà sur ce dossier important, et si nous votions pour à l'unanimité, je pense que ça serait un très bon signe. S'il n'y a plus de questions, qui vote pour? Je vous remercie. Adopté. La délibération numéro 10, c'est la suite. On va considérer que ce dossier est présenté, à moins que vous ayez une question. C'est la suite parce que c'est pas nous qui avons la compétence, c'est l'EPT. Donc c'est une convention entre l'EPT et Sequano. On vous le donne pour information puisqu'on n'a pas voté là-dessus. Alors je vais émettre un regret. Peut-être que pour que ça représente 100 000 €, l'EPT aurait peut-être pu faire le geste de ne pas se retourner vers la ville des pavillons sous bois. Mais écoutez,
Ça n'a pas été le cas, et c'est la règle du jeu qui a été établie en matière d'aménagement. Ce sont les communes qui remboursent l'EPT des dépenses que l'EPT peut être amené à engager. Qui vote pour? De la même manière, adopté, je vous remercie. La dernière délibération, la numéro 11, l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme intercommunal. Patrick Sarda. Oui, donc c'est un sursis à statuer. Le PLUI sera très probablement opérationnel pour le 1er janvier 2024. Donc un an avant, nous avons le droit de créer ce sursis à statuer pour éviter des projets qui ne rentreraient pas dans le futur plan d'aménagement du PLUI. D'autre part, comme je me suis engagé, une présentation de l'état d'avancement du PLUI vous sera faite à la prochaine commission travaux voirie. Et il y aura d'ailleurs une réunion publique organisée, je n'ai plus la date en tête. Le 13 avril, la date est sortie. Voilà. Ici même d'ailleurs, celle des mariages, si ma mémoire est bonne. Donc les services de l'EPT viendront présenter l'état d'avancement de nos réflexions. Pour la ville des Pavillons-sous-Bois, nous allons réduire la hauteur des immeubles sur... Sur les grands axes. Donc, on parle de la RN3, de Victor Hugo Chanzy, et nous allons effectivement renforcer un certain nombre de règles pour essayer de préserver encore mieux tous ces espaces qu'on pourrait qualifier de naturels. Et puis, parce que ça n'est pas un petit problème, nous avons demandé au service de l'EPT d'instaurer un zonage sur le territoire communal qui autorisera ou interdira l'exploitation de commerce. Tout ça en vue de lutter contre l'installation de commerce dans les zones pavillonnaires. Voilà, il y a effectivement dans cette ville des secteurs qui ont pour destination le commerce, c'est très bien. Aujourd'hui, l'utilisation de locaux qui sont parfois restés pendant des années à l'abandon et qu'on réouvre tout d'un coup pour en faire une chose ou une autre et qui pose des problèmes à tout le quartier, eh bien ça suffit. Et donc au travers de ce zonage, je pense que nous allons pouvoir éviter, en tous les cas, dans beaucoup de cas, que cela ne se produise à nouveau. Voilà, enfin vous aurez le détail lors de la réunion du 13 avril, je vous invite à y participer. Alors des questions sur ce PLUI, enfin, pas grand-chose à leur dire en l'état. Vous en saurez plus lors de cette réunion du 13, ouverte au public d'ailleurs. Voilà, je mets aux voix cette délibération qui l'approuve. Oui, c'est l'information, pardon. Vous me donnez acte que nous en avons débattu. Alors, vous avez la liste des décisions prises par le maire entre le 28 février et le 6 mars. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et sinon, j'ai deux questions diverses. Alors la première, franchement, j'ai quand même un peu de mal parce que c'est un sujet sur lequel on m'a interrogé la fois précédente. J'ai répondu en disant que je vous transmettais ce que vous me demandiez, c'est-à-dire le procès-verbal de la commission de sécurité. Je vous ai dit que je vous transmettais même beaucoup mieux que le procès-verbal, c'est-à-dire la liste de toutes les réserves à lever. Donc vous avez eu la liste. Je vous ai proposé de faire une réunion avec les deux commissions, celle de Patrick Sarda et celle d'Yvan Latchkov. La réunion a eu lieu. Il me semble que tout vous a été dit. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus. Une fois que les réserves sont levées, une autre commission est convoquée, et puis voilà quoi. Donc vous me réinterrogez, moi je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors, si lors de chaque réunion du Conseil vous me réinterrogez sur les questions précédentes alors qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est un peu dommage, on pourrait aborder d'autres sujets. Et puis la deuxième question, elle concerne l'accident, on va l'appeler comme ça, avec Salmozar, le fameux plafond qui est tombé au mois d'août dernier, suite à l'action d'employés d'une société qui avait pour but de maintenir le système d'évacuation des fumées.
on me demande qu'en est-il de l'expertise des dégâts. Moi, je ne sais pas ce que vous mettez derrière ce terme-là, l'expertise des dégâts. On l'a déjà évoqué ici. Nous avons passé de longs mois, voilà, depuis le mois d'août. Nous avons effectivement rencontré successivement ou en même temps les assureurs de la ville, les assureurs de l'entreprise qui a causé les dégâts. Nous avons essayé de voir s'il était possible, j'allais dire simplement, que le sinistre soit pris en charge ou par l'assureur de la commune ou par l'assureur de l'entreprise, sachant que si l'assureur de la commune devait le faire, cette assurance se retournerait contre l'assureur de l'entreprise. On vous a expliqué qu'après nous avoir dit non, puis nous avoir dit oui, l'assureur de la ville a fini par nous dire non. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, nous sommes face à une situation un peu compliquée. Nous nous sommes fait assister par un expert d'assuré. Et aujourd'hui, il n'y a que deux options, à mon avis. Soit nous allons au contentieux, et nous demandons d'abord au tribunal de désigner un expert judiciaire. Donc quand vous parlez d'expertise des dégâts, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faites référence. Donc la première hypothèse, c'est que nous allons effectivement demander au tribunal administratif de désigner un expert judiciaire, ce qui, d'après ce que l'on nous dit, et étant donné les délais de traitement des affaires par le tribunal administratif à Montreuil, on n'aura pas l'expert avant le mois de septembre ou d'octobre. Celui-ci prendra 2 ou 3 mois pour rendre son rapport, donc ça nous emmènera très probablement au début de l'année 2024. Ça, c'est la première hypothèse. Une fois que l'expert aura rendu son rapport, nous pourrons faire débarrasser les gravats, et puis restera à savoir qui assume la responsabilité de tout cela. Et là, on entrera probablement dans une deuxième phase judiciaire avec un règlement dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Et entre-temps, la ville pourrait faire les travaux. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, et les choses ne sont pas tranchées, nous allons voir s'il n'est pas possible, après avoir fait réaliser un chiffrage pour régler les dégâts, c'est-à-dire débarrasser les gravats et remettre en état, nous allons voir si un accord amiable avec l'entreprise ne serait pas possible et si elle accepterait de prendre à sa charge les travaux de remise en état. Voilà, les deux options sont ouvertes. Je ne sais pas vous dire ce à quoi nous aboutirons. Je vais demander à rencontrer le chef d'entreprise en question. Et il me semble assez difficile d'imaginer que jusqu'en janvier 2024, au mieux, alors janvier 2024, si c'est seulement à cette date-là qu'on peut faire débarrasser les gravats, lancer les appels d'offres pour faire les travaux, ça veut dire qu'on en prend pour jusqu'à l'été, probablement 2024. Hein. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est à mon avis l'option judiciaire. Si on arrivait à trouver un accord à l'amiable, peut-être pourrions-nous réduire les délais d'une année et plus. Enfin, d'une année. Voilà. Donc je ne sais pas. En tout état de cause, ce qu'il faut, c'est que les intérêts de la commune soient préservés. Nous ne sommes pas à l'origine de ces dégâts. Nous en sommes les victimes. Et malheureusement, au moment où je vous parle, ni notre assureur, ni l'assureur de la partie adverse ne font le nécessaire pour couvrir le sinistre. Voilà. Je n'ai pas d'autres... enfin, je ne pouvais pas en avoir d'autres, si j'aurais pu en avoir d'autres, mais je n'ai pas d'autres questions diverses. Voilà, donc il me reste à vous rappeler que nous nous reverrons le 11 avril pour le vote du budget. Alors d'ici là, hein, je le redis comme la semaine dernière, il nous manquait 250 000 € pour équilibrer le fonctionnement, il nous en manque, enfin 200 000, il nous en manque maintenant 450 000. Si vous avez des idées, elles sont toujours les bienvenues. Voilà, je vous remercie, bonne soirée.